Dans l'actualité, les instructions du président de la République au Conseil des ministres, l'accent est mis sur l'investissement dans les énergies nouvelles et la préservation de la ressource. Le Premier ministre en déplacement à Hassim Saoud pour le double anniversaire de la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures. Il lance les travaux de la raffinerie à Haoud al-Hamra. Dessalement d'eau de mer, une option stratégique adoptée par l'Algérie. D'autres solutions sont mises en œuvre comme les transferts d'eau, souligne le ministre de l'Hydraulique. Développement dangereux en Cisjordanie occupée, l'armée d'occupation déploie ses chars. L'assaut sur les localités palestiniennes devrait encore s'accentuer. Les ministres des Sports et de la Communication rencontrent la presse spécialisée, la lutte contre la violence, entre autres sujets abordés. Madame, Monsieur, bonjour. L'avenir énergétique du pays, entre autres dossiers abordés en Conseil des ministres présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant la nécessité d'investir dans les énergies nouvelles telles que l'hydrogène vert et l'énergie solaire dont l'Algérie dispose de grandes potentialités. Le cadre juridique est propice, souligne Rabah Salami, directeur au Centre au Commissariat aux énergies renouvelables, extrait de l'invité du jour avec Nariman Mendil. Il faut souligner que le Code d'investissement en 2022 a ramené des incitations particulières pour le domaine des énergies renouvelables. Et d'ailleurs, le Code d'investissement a inscrit les énergies renouvelables comme secteur prioritaire. Et donc, c'est un secteur qui bénéficie de pas mal d'avantages fiscaux et parafiscaux pour encourager les investissements dans ce domaine. Il y a aussi d'autres avantages liés à la zone d'implantation de ces investissements. Donc, c'est des investissements qui sont implantés au niveau des régions des hauts plateaux et dans le sud du pays bénéficient aussi d'autres avantages supplémentaires. Ces investissements doivent être accompagnés par l'adoption de solutions intégrées pour préserver l'énergie, souligne le chef de l'État. Rationalisation et lutte contre le gaspillage de cette ressource. Des secteurs doivent être ciblés en priorité. Rabah Salami. Le secteur résidentiel et tertiaire qui se positionne en première position avec environ 45% de la consommation finale de l'énergie. Puis on a le secteur de transport aussi qui consomme environ 36% de l'énergie. Et après on a le secteur de l'industrie. Et justement ces secteurs sont inscrits dans la loi de la maîtrise de l'énergie à travers pas mal d'actions à mettre en œuvre afin d'arriver à réduire la consommation des secteurs. Si on prend le secteur résidentiel, on a la question de l'isolation des parois, des immeubles et des bâtiments. On a aussi le développement de l'utilisation de l'éclairage basse consommation. Aujourd'hui, l'éclairage à LED qui a un grand potentiel de réduction de la consommation. Il y a aussi d'autres actions comme le développement de l'utilisation des équipements électroménagers à haute efficacité énergétique. Les énergies, des ressources précieuses et un combat pour leur restitution et leur développement. L'Algérie marque aujourd'hui le 54e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et le 69e anniversaire de la création de la centrale syndicale chargée par le président de la République. Le Premier ministre est en déplacement à Hassim Saoud à l'occasion de ce double événement. Nadir Arbaoui a procédé au lancement des travaux de la nouvelle raffinerie à Haoud al-Hamra. Rimbo Qadoum est notre envoyé spécial. Nous sommes présents aujourd'hui à Hassim Saoud, un double anniversaire, le 24 février. C'était il y a 54 ans, le jour de l'annonce de la nationalisation des hydrocarbures. Un jour mémorable pour l'Algérie. Il faut dire que Hassim Saoud est le plus grand gisement pétrolier en Algérie et en Afrique. Aussi, dans la nouvelle vision politique et économique de l'État, la souveraineté énergétique et économique est une priorité. Dans son plan d'investissement, la Sonatrach prévoit une enveloppe de 50 milliards de dollars pour sa stratégie 2025-2029 pour la réalisation de projets stratégiques. Le Premier ministre vient de procéder à la pose de la première pierre pour la réalisation du projet de la raffinerie de pétrole de Hassim Saoud, dont le montant de réalisation est de 3,7 milliards de dollars. Cette raffinerie, avec une capacité de 5 millions de tonnes par an, permettra de traiter le pétrole brut localement. Justement, le président de la République a insisté sur l'exploitation de cette infrastructure énergétique pour renforcer la production nationale d'essence et de gasoil, pour assurer notre sécurité énergétique et augmenter nos exportations. Cette nouvelle raffinerie vise à augmenter le volume de la transformation, de la valorisation. C'est ce que souligne Miloud Mjelled, directeur de la prospective au ministère de l'Énergie, au micro de Rimbo Qadoum.
Actuellement, on transforme uniquement 32%, ce qui est pétrole et gaz. Et l'objectif du gouvernement est d'atteindre 50%. On a la raffinerie de Hassim Saoud. On va augmenter moins de 42% sur le moyen terme. Double anniversaire donc pour retracer une lutte historique des réalisations accomplies, que ce soit en matière de consolidation des acquis sociaux ou bien de développement du secteur énergétique. Une conférence est animée en ce sens aujourd'hui par le président du Conseil de la Nation devant les étudiants de la faculté de droit. Salah Goudjil. Une fois élu, le président a pris directement la décision dans l'intérêt des citoyens. Cette époque, il a déclaré en novembre, nous ouvrons la porte à la souveraineté. Son seul slogan était du peuple et pour le peuple. Le président a affirmé, nous ouvrons la porte à la souveraineté et nous revenons à notre histoire. Cela s'est encore confirmé lorsque la Constitution de 2020 a été adoptée. Il a choisi le 1er novembre pour que le peuple approuve la Constitution actuelle. C'est sur cette base que s'est construit ce retour à notre histoire et à notre mémoire, en particulier lorsque l'Algérie a atteint un niveau où personne ne pouvait lui dicter sa volonté. Nous avons affirmé notre indépendance économique, notre indépendance politique et la diplomatie libre de l'Algérie qui a retrouvé sa place au plan international. Extrait de l'intervention du président du Conseil de la Nation à l'occasion d'une conférence, à l'occasion donc du double anniversaire de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures. De par son expérience particulière et pionnière également dans le domaine, on pense notamment au GNL, l'Algérie a formé plusieurs générations de techniciens et d'ingénieurs. La faculté des hydrocarbures de Boumerdès est un véritable réservoir de compétences. Reportage sur place de Mayel 15. Des études de haut niveau sont dispensées par cette faculté aux futurs cadres. Boujma'a Hamada, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie de Boumerdès. Cet effort de développement de l'industrie gazière ne se fait pas sans une main-d'œuvre qualifiée. Cette main-d'œuvre ne peut être que l'objet d'une formation très pointue dans le domaine des hydrocarbures, qui reste un domaine très important. Aujourd'hui, nous sommes de 2380 étudiants répartis entre licence, master et ingénieur. Plus, nous formons aussi dans le cadre de la postgraduation des doctorants. Et chaque année, nous avons une vingtaine de soutenants. Ils traitent l'industrie pétrolière. Les étudiants de cette faculté sont très intéressés par l'enseignement théorique et les formations sur terrain qui leur sont dispensées. J'ai fait beaucoup de stages en traitement de gaz et de pétrole. J'ai fait un stage au Hassi R'Mel, qui est le plus grand gisement de gaz en Algérie et qui est le 5e au monde. On a fait des stages pratiques de 15 jours à RTC Bdjaïa. On a fait des analyses sur le pétrole brut dans un laboratoire. Puisqu'on a fait des bonnes formations à la faculté, je pense que nous avons des emplois, réussir pour le développement de l'économie dans notre pays. Les enseignants se dévouent de leur côté pour prodiguer une formation complète et de qualité. Amel Derridj, docteur en géologie et responsable de la formation géologie pétrolière. Nous avons des conventions avec des entreprises pétrolières, minières qui reçoivent nos étudiants. Nous les préparons pour ce monde de travail. L'insertion de la spécialité hydrogène vert dans le cursus de cette faculté est primordiale car ce sont les étudiants qui prendront en charge le processus de fabrication de ce gaz, d'autant que l'Algérie projette une exportation à l'international d'une grande partie de ce gaz d'ici l'horizon 2040-2050. Et le directeur général d'Al-Naft, Mourad Beledjam, a indiqué aujourd'hui que pas moins de 37 grandes entreprises du secteur pétrolier ont manifesté un vif intérêt pour investir dans le secteur des hydrocarbures en Algérie. Et c'est grâce à la sécurité ou la souveraineté retrouvée sur les hydrocarbures que l'Algérie peut financer aujourd'hui sa sécurité hydrique. Après la mise en service des stations de dessalement d'eau de mer d'Oran et de Tipaza, celle de Terramt dans la wilaya de Bdjaïa est entrée en phase expérimentale, indique Sonatrach, en attendant son entrée en production. Les stations de dessalement, mais également d'autres projets titanesques pour garantir l'approvisionnement des populations, des projets évoqués ce matin par le ministre de l'Hydraulique au Forum de la Radio Nationale, Tahar Darbel. Les stations de dessalement bénéficient principalement aux wilayas côtières et aux zones urbaines situées sur le littoral, permettent également d'acheminer l'eau jusqu'à 150 km à l'intérieur des terres vers les wilayas de l'intérieur. En plus de ces stations, il y a les grands transferts d'eau. L'Algérie dispose de zones avec d'importantes ressources hydriques. Le ministère de l'Hydraulique mène actuellement des études qui sont sur le point d'être finalisées pour concrétiser ces transferts sud-nord. Ainsi, alors que l'eau dessalée pénètre jusqu'à 150
150 km vers le sud. L'eau provenant du sud sera dirigée vers le nord, garantissant un équilibre et une meilleure prise en charge des besoins en eau potable et en irrigation agricole. Préserver le couvert végétal, le ministre de l'Agriculture a procédé ce matin à l'installation du Comité national de protection des forêts, l'occasion pour Youssef Chorfa de donner des directives pour une lutte efficace contre les feux de forêt. Des propos recueillis par Meissa Smaïl. L'adaptation d'un plan préventif et anticipatif en intégrant des mesures de prévention adaptées aux différentes situations avec le recours à des solutions innovantes, activation renforcée des structures de protection à travers la mise en œuvre des actions du Comité national de protection des forêts avant et pendant la saison, l'optimisation de la collaboration entre les autorités locales, les comités opérationnels et les communautés vivant à proximité des zones à risque, le soutien aux études et analyses pour une meilleure compréhension du phénomène des incendies, mise en place d'équipes d'enquête spécialisées pour identifier et analyser les causes des incendies, la sensibilisation et l'implication active des citoyens pour un signalement rapide des départs de feu, l'utilisation des images et données fournies par l'Agence spatiale algérienne, notamment via le satellite Alcomsat 1 pour surveiller les zones affectées, et enfin l'organisation d'actions d'information auprès des agriculteurs et des éleveurs. Le procureur de la République près du tribunal d'El Harrach informe l'opinion publique qu'un individu filmé sur les réseaux sociaux brandissant une arme blanche et semant la terreur parmi les habitants a été arrêté. L'enquête lancée après la diffusion de la dite vidéo a conduit à l'interpellation de ce dernier qui a comparu et qui a été jugé et condamné à 5 années de prison ferme avec une amende de 200 000 dinars. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Brahim Red, est en Espagne pour une visite officielle de 2 jours à l'invitation de son homologue espagnol Fernando Grande Marlaska. Des entretiens qui ont eu lieu donc tout à l'heure entre les deux responsables. Au Maroc, les rues de Casablanca étaient le théâtre hier d'une imposante marche organisée par la Confédération démocratique du travail, une nouvelle escalade dans la contestation sociale contre la flambée des prix, le chômage et les restrictions des libertés syndicales au Royaume. Dangereuse escalade en Cisjordanie occupée, l'armée sioniste déploie ses chars en violation de tous les accords existants, une énième violation aux côtés de tous les dépassements en cours dans la bande de Gaza, une situation qui met en péril l'accord de cessez-le-feu dans l'enclave. Ahmed Mourad, responsable du bureau de l'information du FPLP, contacté par Karima Benour. L'armée sioniste guidée par ce gouvernement raciste et Netanyahou soutenu par les Américains font tout pour chasser les Palestiniens de Gaza et cela est lié au plan qui vise à liquider la cause palestinienne en judaïsant les territoires palestiniens à El-Quds, en Cisjordanie et la Palestine historique. Et nous avons une confiance sans limite en notre peuple et en notre résistance pour affronter cet ennemi qui fait fi à toutes les valeurs juridiques, morales et humaines. Le Parlement arabe a indiqué qu'il tiendra mercredi une session d'urgence sur le rejet du déplacement du peuple palestinien de ses terres. L'Union européenne a suspendu ce lundi ses sanctions contre la Syrie visant des secteurs économiques clés. Les ministres des Affaires étrangères des 27 réunis à Bruxelles ont formellement décidé de suspendre ces mesures qui concernent notamment le secteur bancaire, de l'énergie et des transports. Il y a 3 années, la Russie lançait son opération militaire spéciale en Ukraine. Alors que la guerre s'enlisait, l'arrivée à la Maison-Blanche de Trump a fondamentalement changé la donne. Le président américain a non seulement brisé l'isolement de Moscou voulu par les Occidentaux, il a également annoncé après avoir évoqué au téléphone avec Poutine le 12 février dernier la tenue de négociations avec les Russes en vue de mettre fin au combat. On écoute le décryptage de l'analyste politique François Dengoué. Même si la Fédération de Russie a engagé le combat, les causes de la guerre sont du côté des États-Unis de Biden et de Zelensky et de l'Europe. Le président Trump vient de confirmer cela. La deuxième chose, le déroulement de la guerre, la propagande a dit que le président Poutine avait lancé la guerre pour envahir l'Ukraine. Non, les buts de guerre ont été explicités dès le premier jour et de la veille même dans un discours qu'il a fait avant de lancer les opérations, de venir en aide aux populations du Donbass qui étaient bombardées
bombardée depuis 8 ans, il y avait ce qu'on a appelé l'impossibilité pour l'Ukraine de faire partie de l'OTAN. Pour résumer la guerre à ce jour, c'est une perte de territoire d'environ 20% du territoire ukrainien, même certaines estimations portent à près d'1 million de morts, la plus grande partie étant du côté ukrainien, bien entendu. Le président Trump, négociant la question de paix en Ukraine, pour parler de plan de paix de Trump, il faut parler du plan de guerre de l'Europe. Les dirigeants européens, ils ont adhéré à toutes les ambitions guerrières de Biden au sacrifice de leur propre économie. Les propos recueillis par Rabea Slimani. À présent, on va s'intéresser à cette rencontre qui a réuni ce matin les ministres des Sports et celui de la communication avec la presse spécialisée, la presse sportive. Nous avons en ligne avec nous Rostom Yahya Shrif pour plus de détails. Oui, Nariman, le débat et le thème du jour, c'était la presse algérienne sportive en débat, avec la présence de Mohamed Meziane, le ministre de la Communication, et Walid Sadi, ministre des Sports. Walid Sadi qui est revenu sur l'aspect que la presse sportive est devenue surtout un outil pour construire une image forte d'un pays, avec notamment la diplomatie sportive. Il est revenu sur le rôle des médias pour défendre les dossiers sportifs dans l'intérêt du pays, comme celui d'Imen Khalif, et le rôle pour combattre la violence. Également, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, qui a parlé sur le rôle de la presse en général dans l'accompagnement du pays vers les succès. Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, qui a également affirmé qu'il y aura un atelier débat qui aura lieu prochainement avec les médias par rapport à l'amélioration de la presse nationale sur tous les plans. Merci Rostom. On passe à vous Hamza Rahmouni pour parler football. Oui, la Ligue 1 avec la dernière journée de la 17e journée qui s'est déroulée hier au stade du 5 juillet, mettant aux prises le Parado AC au Mouloudia d'Alger. Finalement, c'est le Mouloudia d'Alger qui s'est imposé 3-1, ce qui permet aux Mouloudiens d'avoir 5 points d'avance sur leurs deux poursuivants directs, à savoir le Shabab Aghadir Belouizdad et l'USM Alger, le Mouloudia d'Alger, leader avec 34 points, suivi du CRB de l'USMA d'Alger avec 29 points. La 18e journée débutera en revanche demain, mardi, avec 2 rencontres au programme. AS Ochlef Mouloudia d'Oran et Espérance de Mostaganem USM Khanchela. Colloque ce lundi sur la Casbah d'Alger, la Médina berceau des civilisations. Les spécialistes abordent notamment la particularité de ce patrimoine. On écoute Friel Stil, architecte, spécialiste du patrimoine, au micro de Sidali Fares. En Algérie, on a l'habitat récent, il y a l'habitat colonial, il y a l'habitat traditionnel. Et leur gestion n'est pas la même du tout. Et comment on gère les habitats traditionnels? Il y a la spécificité de la construction, il y a la spécificité du VRD. Le VRD, l'AEP, l'assainissement. Dans un site patrimonial, même le VRD, la voirie n'est pas gérée de la même manière. Et nous vous invitons à présent à une petite balade dans les dédales de la Casbah qui enregistre actuellement une forte affluence. Au reportage de Lina Asmaïl. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah demeure un symbole d'histoire et d'identité auquel ses habitants restent profondément attachés. Pour eux, préserver ce quartier, c'est maintenir vivant un héritage inestimable. La Casbah, c'est un trésor. Il y a aussi l'histoire de l'Algérie. هي الجزائر هي الاستقلال على دوني بور لا ريفوليسيون كان احنا ماذا بينا لينا احنا اولادها ما يخلوهاش هكذايا. Chaque ruelle a son histoire, chaque coin reflète l'histoire de notre pays. Les guides y jouent un rôle essentiel, dévoilant aux visiteurs les richesses et les secrets de ce site historique. Boualam Belchab, guide et conservateur du patrimoine culturel. La Casbah est un lieu à visiter absolument quand on vient à Alger, découvrir un peu tout ce qu'il y a dans la Casbah, que ce soit les mosquées, les palais, les musées, des sites insolites. On peut monter sur les terrasses pour un peu apercevoir la baie d'Alger. Un site qui continue d'attirer de nombreux touristes étrangers venus découvrir l'authenticité et l'histoire de la Casbah. J'ai découvert énormément de choses sur l'histoire algérienne et ça doit être la 4e fois que je la visite. Je vais encore découvrir quelque chose, ça fait plaisir. Je pense que c'est incontournable quand on vient à Alger. Ça mérite de prendre un guide et d'y passer du temps. La Casbah c'est bien, c'est un lieu qui a rempli d'histoire. Il faut venir voir, c'est obligé. Je pense que c'est une étape obligatoire dans la visite d'Alger. Au-delà de son attrait touristique, des initiatives locales se multiplient pour préserver la Casbah et sensibiliser à son importance, nous dit Louis Bahnasser, coordinateur
par des associations de la Casbah. On contribue donc pour la sauvegarde de ces aspects culturels de la Casbah à travers des activités et des actions culturelles qui sont partie prenante de nos programmes. Des opérations de sensibilisation qu'on doit diriger envers les jeunes, des petites visites au niveau des différents quartiers et aussi les points révolutionnaires historiques que la Casbah représente. Et on considère que c'est un devoir moral pour tous les citoyens de sauvegarde de cette mémoire culturelle. La Casbah d'Alger continue de traverser le temps, portée par ceux qui s'engagent à préserver son héritage et à assurer sa transmission aux générations futures. Ah, c'était la dernière escale de ce 12-13 réalisé par Selma Fegir et Ardouane Siessi.